Voilà, nous continuons notre série de vidéos. Alors, dans la vidéo précédente, on avait installé VirtualBox. Avant de continuer avec la partie ici de la gestion des disques, parce que la fois passée, nous avons vu la gestion des permissions et les commandes de mise à jour. Alors, ici, nous allons continuer avec la partie ici. Mais avant cela, je vais d'abord voir comment, je vais vous montrer comment on peut désinstaller un logiciel ici. On avait vu la fois passée une commande sudo apt auto remove. C'est la commande que j'ai utilisée, sudo apt auto remove. Je l'ai utilisé pour désinstaller VirtualBox et ça permet de désinstaller tout et de supprimer même les fichiers restants de VirtualBox. Donc si vous mettez le mot de passe, ici on va vous dire que ce n'est pas VirtualBox n'est pas installé. Donc ici on avait installé Visual Studio Code avec la Logitech d'Ubuntu. Ici je vais de même l'utiliser. Je vais rechercher ici Visual Studio Code et nous allons désinstaller Visual Studio Code à partir d'ici. Voilà, il est là. Je sélectionne Visual Studio Code et ça va charger les informations. Vous voyez, il occupe 326 mégas que je n'utilise pas. Je vais tout simplement, vous avez beaucoup d'infos là. Je vais cliquer sur Delete ici et je vais désinstaller Visual Studio Code. Vous devez spécifier le mot de passe root, c'est SIFA. Et regardez, c'est en train de désinstaller. Ça l'a supprimé et il disparaît directement là. Ça, c'était comment vous pouvez vous servir de la Logitech d'Ubuntu. Et là, ça me permet de gagner de l'espace. Alors, la première commande que nous allons utiliser, c'est, on peut commencer même par celle-ci, la commande df. Elle vous permet d'avoir une utilisation sommaire de votre système des fichiers. Alors, si je venais ici, si vous tapez df, vous pouvez l'utiliser avec ou sans argument. Ici, c'est sans argument, c'est que ça s'applique dans l'emplacement par défaut. Ici, on vous montre une utilisation sommaire de votre système de fichiers. Ici, vous avez par exemple ça, je crois c'est les noyaux. Vous avez VG Ubuntu et vous avez un certain nombre d'éléments ici. Si vous voulez des informations supplémentaires, on vous montre l'utilisation des ressources. Ça utilise 0%, ça s'utilise 1%, ça s'utilise le 100%, etc., etc. Si vous voulez des infos supplémentaires, vous pouvez juste utiliser la commande man df. Voilà, on vous dit reports file system disk space usage, l'utilisation de votre disque. Au fait, vous avez beaucoup d'options que vous pouvez utiliser ici. Je vais par exemple utiliser celle-ci, Human Readable. Ça c'est les formats longs et ça c'est les formats courts. Donc je vais quitter. Si je faisais comme ça, df human readable, ici on vous montre comment est-ce que ça utilise votre disque. Celui-ci utilise 1,9, on met 0%, mais bon, si vous regardez ça par rapport à ça, les 0% ici n'est pas vraiment significatif. Ça ça consomme, celui-ci consomme plus d'espace, mais là on met 0% d'utilisation. Voilà un peu en quelque sorte. Alors, vous pouvez explorer les autres options. Ici, la commande la plus utile, c'est la commande ici disk usage. Ça permet de voir l'utilisation de votre disque. Si vous tapez la commande disk usage, ici, vous avez plusieurs options. Je vais par exemple utiliser les formats courts. Vous avez les H, Human Readable.
Je peux ne pas passer un paramètre. D'abord, attendez. Ici d'abord, en passant un paramètre, je peux faire h. Je vais mettre par exemple slash home slash sifa. Regardez, on vous montre l'utilisation, mais ça vous montre quelque chose d'un peu bizarre. Si on vous montre un peu l'utilisation de votre disque, c'est un disque de 2 Tera, 9 Go est utilisé et ça c'est disponible. Donc on vous dit que vous utilisez 1% de tout votre espace. Celui-ci, cet espace représente 1%. Regardez, ce n'est pas vraiment aller chercher dans ces répertoires, mais ça vous montre que ces répertoires ici utilisent les ressources qui sont dans cet emplacement. Alors, nous allons utiliser la commande ici du, c'est presque pareil avec df, disk usage. Et ici, si je ne passe aucun paramètre, regardez, ça c'est automatiquement, il ne passe aucun argument, il s'applique sur les current directory ici. Vous avez ça, ce sont des fichiers cachés et il vous donne un peu les disques usage. Mais regardez, ce n'est pas vraiment très intéressant. On va essayer d'ajouter l'option ici de H, Human Readable, et ça vous donne une taille. Ici par exemple, vous avez que les répertoires téléchargement contient 109 mégas. Si par exemple il n'est pas utile, vous pouvez supprimer le contenu. On vous dit que tous ces répertoires utilisent 220 mégas. Et ici, vous avez la possibilité de faire disk usage human readable d'un répertoire vraiment spécifique. Je fais home slash sifa. Je peux prendre par exemple téléchargement. Et ici, on me montre dans téléchargement qu'est-ce que j'ai et l'espace utilisé. Et on vous montre ici, vous pouvez voir le fichier qui prend le plus d'espace. Ici, vous avez un fichier d'1 méga. Vous avez un fichier à l'intérieur de 109 mégas. Et puis, vous pouvez maintenant regarder, vous faites ls comme ça, ls-lh, et puis vous regardez dans le répertoire téléchargement comme ça. Vous allez voir que ici, vous avez un fichier de 89 mégas et vous avez un autre de 18 mégas. Ces deux fichiers ne sont pas utiles, vous pouvez les supprimer par exemple. Vous avez une option très utile que vous pouvez vous servir si vous utilisez la commande disk usage avec le paramètre sh. H c'est pour Human Readable et les S vous permet de voir une synthèse du contenu du répertoire home par exemple. Et on vous dit que le répertoire home vous consomme 221 mégas. Si par exemple vous mettez sifa, vous allez voir que presque l'entièreté du répertoire home est utilisé par sifa et le 1 méga est partagé pour les autres utilisateurs. Alors vous avez ici la commande fdisk. Premièrement, la commande fsck, c'est une commande qui est utilisée pour réparer votre disque. Vous devez l'utiliser en mode super utilisateur. Alors, je ne vais pas la valider parce que, bon, ça ne fait rien, mais il arrive des moments que lorsque vous utilisez cette commande de cette façon, ça peut tenter de réparer votre système tout simplement pour essayer de voir s'il y a eu quelque chose qui a été réparé. Et regardez, on vous dit quoi ne peut continuer, arrêt immédiat. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est pas très intéressant de l'utiliser. Pourquoi? Parce que notre système n'a pas de problème. Si c'était que le système avait des problèmes, là, on pouvait l'utiliser. Alors ici, on vous donne ici un message d'erreur. Alors, on va passer. Mais regardez, c'est un utilitaire de Linux et on vous donne même la version. OK. Cette commande est très utile lorsque votre système est endommagé et vous voulez faire une réparation.
Vous pouvez regarder ici man fsck. Ici on vous donne que cette commande, alors ici vous avez un tas de paramètres que vous pouvez utiliser, différents paramètres. Il y en a plusieurs pour pouvoir vérifier et réparer vos disques. Alors on va quitter ici, ça c'était la commande fsck. Et alors ici vous avez la commande fdisk. C'est une commande qui est très utilisée lorsque vous voulez manager vos disques, et c'est une commande que vous devez utiliser en super utilisateur, sudo fdisk, et là il vous donne les on vous dit bad usage. OK, ici on va faire, on n'a pas mis une option, vous devez ajouter une option pour par exemple lister, un paramètre pour lister. Et là, on vous liste toutes vos partitions. Alors, vous en avez plusieurs. Mais ce qui est intéressant, quand vous regardez ici, vous avez le SDA1. Le SDA, au fait, c'est le disque SATA. Et A signifie le principal disque SATA. Et le 1 ici, c'est tout simplement une portion. Souvent, le SDA5, c'est la partition swap. Et le SDA2, c'est la partition étendue tout simplement. Et là, c'est la partition de boot. On vous montre ici un astérisque pour vous montrer que c'est la partition amorçable. Et ici, on vous donne les détails de ces trois partitions-là. Vous pouvez tout simplement regarder qu'est-ce que vous avez ici. Celle-ci, on va l'utiliser pour pouvoir, on va l'utiliser en même temps avec les deux commandes ici, mount et umount. Alors ici, nous allons essayer de monter un système de fichiers externe comme un flash disk. Alors là, je vais connecter un flash disk. Là, vous avez mon ordinateur physique. Il n'y a encore rien qui est connecté. Et là, je viens de connecter le flash disk ici. Et on va l'utiliser pour le transférer dans notre machine virtuelle. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Vous venez dans la machine virtuelle. Ici, dans les paramètres, USB. Vous allez ajouter ici, c'est probablement celui-ci. Je vais agrandir pour une bonne vision. Ici, vous ajoutez Generic Mass Storage. Et là, je vais valider OK. Alors, ici, normalement, vous allez voir ici, il n'est pas encore sorti. Et dans la machine virtuelle, ça ne s'est pas encore transféré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord l'éjecter de mon ordinateur physique. Et puis, je vais le reconnecter. Et vous allez voir qu'il a été détecté, mais il ne va pas apparaître ici sur mon ordinateur physique. Mais si on a choisi les bons disques, il doit directement venir se transférer ici au niveau de la machine virtuelle. Alors vous remarquez, il ne s'est pas encore transféré. Je vais vérifier si j'ai sélectionné le bon disque. Alors, venez là. Je crois que c'est le bon. Oh, il n'est pas détecté. Je vais les déconnecter encore une fois. Alors là, il ne se détecte pas. Voilà. Le disque, il est là. Vous voyez, il s'est ajouté ici. Alors, je vais reprendre la même commande ici. Je vais effacer. Je vais faire fdisk-l. Vous devez être le super utilisateur. Et si vous regardez ici, vous avez ça. C'est votre disque normal. Et si vous regardez ici au bas, il y a
vous allez voir, il y a SDB. Le SDB, c'est au fait votre disque, le disque que je viens d'ajouter. Et ici, on vous dit que vous avez le périphérique, c'est un périphérique d'amorçage et il s'appelle SDB1. Voilà ce qui nous intéresse parce que c'est ça ce qu'on va utiliser pour faire notre montage et utiliser la commande mount et umount. Alors la commande ici mount permettra de monter ce flash disk sur votre système de fichiers. Alors à ce moment, on suppose que vous n'avez pas d'interface graphique et vous avez juste connecté un flash sur un shell et vous voulez maintenant utiliser ces flash là. Comment est-ce que vous devez procéder? Premièrement, vous devez connaître d'abord, arriver à monter, connaître le nom de votre périphérique. Ici, c'est le /dev/sdb1. Et alors, vous pouvez regarder les détails de ces périphériques ici. Je vais faire ça, je vais effacer. Here. Et je vais faire quoi? Sudo fdisk et je vais regarder /dev/sdb1. Et ici, vous pouvez utiliser des options de fdisk. On vous dit pour avoir de l'aide, vous tapez la commande M, valider. Ici, on vous montre toutes les commandes possibles que vous pouvez utiliser. Et ici, par exemple, on vous dit que la commande P permet d'afficher la table des partitions. C'est ce qu'on peut utiliser. Vous avez beaucoup d'autres options là-bas. Et alors, je vais taper tout simplement P. Ici, on va vous lister les différents éléments. Vous avez SDB1, P1. Au fait, ce disque est un disque de 8 Go, mais il a beaucoup de morceaux. Alors tout ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est de savoir que c'est un flash disque que je vais utiliser. Alors une fois que vous avez vu ça, vous pouvez quitter. Regardez, il y a la commande pour quitter, c'est les Q. Vous tapez Q et vous quittez. Alors, dans les vidéos passées, on avait vu que normalement, si vous voulez monter un disque, on utilise les répertoires ici, mount. Et vous allez voir pour le moment, on vous dit impossible, non, pardon, c'est MNT, il est vide. Et si vous regardez les droits d'accès, ls-l, sur la racine, vous allez voir que le MNT est un répertoire propriétaire du root et dans le groupe root. Ça veut dire que pour faire des manipulations là, vous devez être le super utilisateur. Alors, ici, nous allons essayer de monter ça. Vous avez deux cas. Je vous avais dit que vous pouvez monter dans ce répertoire ou tout simplement vous pouvez utiliser un autre répertoire différent. Alors, ici, je vais créer un répertoire mkdir. On va dire par exemple file, par exemple directory, je ne trouve pas les termes à utiliser, USB data, par exemple USB, je peux dire USB data, je peux mettre même un tiret là, data comme ça. C'est le répertoire qu'on va utiliser pour notre flash ici. Alors, nous devons procéder au mont. Et comment vous devez faire? Vous tapez la commande sudo. Je vais dire ici mount. Qu'est-ce que je vais monter? Je vais monter le dev /sdb sdb1. C'est comme ça que s'appelait notre disque. Maintenant, où est-ce que je vais le monter? Vous avez un paramètre qu'on utilise ici, c'est les verbose. C'est nécessaire pour qu'on vous donne les différents détails sous forme d'affichage.
et je vais d'abord le monter dans le répertoire ici MNT. Et je vais valider. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dev sdb1 a été monté sur MNT. Si vous faites ls MNT, vous allez voir que MNT contient tous les contenus de mon répertoire, de mon disque au fait. Et si je faisais comme ça, cd MNT, je vais par exemple créer ici un répertoire mkdir dir 1. Il a été créé. Je fais touch F1, F2, F3, F4. Je peux dire par exemple .c, F2.cpp, F3.java, F4.py et F5.js. Voilà, on va créer tous ces fichiers là. Je fais ls. Regardez, on a créé tout ça dans notre Flash. Alors, je vais quitter pour maintenant le démonter. Et pour démonter, comment je fais? Je vais faire par exemple cd. Et là, je vais démonter mon périphérique ici. Je vais utiliser la commande umount. Alors, avant de le faire, si je faisais ls comme ça, faites le dev /sdb1. Regardez, ça ne vous donne rien. Vous ne pouvez pas lister un périphérique, mais vous ne pouvez que lister le contenu du répertoire dans lequel il a été monté. Voilà. Alors ici, je vais démonter ça de ce répertoire. Je vais taper sudo umount mount, et ici vous utilisez une option V, verbose, et L c'est pour démonter autrement. Alors ici vous avez le choix. Je peux démonter tout simplement en utilisant le nom du périphérique dev sdb1, et même vous pouvez monter en utilisant comme ça MNT. Alors quand vous faites ça, on vous dit que le périphérique a été démonté. Et si vous venez regarder le contenu de ce périphérique, vous faites ls mnt, regardez, il n'y a plus rien. Et pourtant, ici, il y avait un contenu. Alors, je vais les monter de nouveau, mais je ne vais plus les monter dans les répertoires ici MNT. Mais je vais par exemple les monter dans les répertoires ici que je vais appeler code. Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé USB data. Alors regardez, c'est la même commande. Je vais faire sudo mount. Je vais monter quoi? Dev sdb1. Et je vais monter ça où? Le répertoire est dans l'emplacement en cours. Je peux faire comme ça. Ça s'appelle USB data. Voilà. Si je faisais ls USB data, vous allez voir que vous avez encore le même contenu là. Et à ce moment-là, je peux créer d'autres fichiers. Je vais par exemple faire par exemple mkdir dir1 dir2 dir3. Par exemple, je crée deux répertoires. Quand je fais ls, ça me donne autre chose. Je fais ls usb data, et voilà, j'ai créé le ça n'a pas été créé. Vous voyez, cette commande, j'ai créé ces répertoires non pas dans le répertoire USB data, mais je l'ai créé ici. Alors c'est une erreur, hein. Je vais recommencer la commande. Donc je dois taper la commande tout en sachant que j'ai besoin de créer ça dans le répertoire USB data. Alors je vais faire quoi? Je vais faire mkdir quoi? Je vais créer dir2 et USB data. Je vais créer dir3 et USB data. Je vais créer dir4. Voilà, j'ai créé les répertoires. Je fais ls usb data.
Voilà, j'ai créé les 3 répertoires ici. Alors vous voyez que par exemple ici j'avais la possibilité de faire un montage et de créer ici. Vous avez les droits en lecture et en écriture. Pourquoi? Je peux faire ls usb data. Alors je vais effacer, je fais ls usb data. Voilà. Maintenant je vais remonter mon disque pour ne lui donner que le droit en lecture seul. Comment j'ai fait? J'ai fait sudo umount. Je vais mettre un paramètre. Vous savez que vous devez toujours mettre le paramètre ici v. Alors je vais ajouter le paramètre ici o. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais remount. Mais je vais les remount. Pourquoi? Pour les rendre en read only. Et je vais les remount quoi? Je vais remount dev /sdb1 et je vais les monter où? Je peux les monter toujours dans USB data. Et vous devez vous rassurer que vous n'êtes pas dans le répertoire USB data, sinon la commande peut échouer. Regardez, je vais monter, mais j'ai besoin de verbose pour voir. Et je vais faire quoi? J'ajoute l'option O pour permettre de faire un remontage et d'échanger pour que ça devienne en read only. Donc, je vais valider. Ici, on me dit que l'option est invalide. Bon, ce n'est pas... Oh là là, regardez, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas umount, c'est mount tout simplement. Alors, je valide. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que ça a été monté dans ce répertoire. C'est le même répertoire qu'on avait là. Alors, je peux faire ls usb data. Mais regardez, je vais essayer de créer quelque chose là. Je vais faire mkdir usb oh là là, USB data. Je vais créer par exemple dire 5. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, impossible de créer le répertoire. Le système des fichiers n'est accessible qu'en lecture seule. Et c'est comme ça que vous pouvez verrouiller votre disque pour que ça ne soit pas, on ne puisse pas mettre accidentellement des données à l'intérieur. Alors voilà, c'est comme ça que vous pouvez monter. Et alors on va démonter ça. On fait sudo umount. Je mets l'option VL. Je vais démonter quoi? On avait démonté en utilisant les répertoires. Ici, je vais démonter en utilisant le lecteur SDB1. Voilà, il a été démonté correctement. Et si vous regardez ici, il a disparu. Alors, si je vais les remettre dans ma machine normalement, si vous regardez ici, ça n'apparaît pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens d'abord ici dans VirtualBox. Je vais supprimer le USB que j'avais ajouté. J'agrandis là. Vous voyez, il était ajouté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ça et je valide. Et à ce moment-là, vous allez voir, ça ne va pas directement rentrer dans ma machine physique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord le déconnecter. Ensuite, je vais le reconnecter. Et là, vous voyez, il apparaît ici dans mon ordinateur. Et regardez, vous avez tout ce que nous avons créé tantôt. dir1, dir2, dir3, etc., etc. Et vous avez tous ces fichiers ici que nous avons créés. Voilà comment est-ce que vous utilisez un disque. Comment est-ce que vous utilisez un disque sur un système Linux. Et là, vous avez utilisé uniquement des commandes Linux. Voilà. Avec ça, nous avons vu mount et umount. Vous avez ici la commande parted. C'est une commande qui est presque semblable à fdisk parce que ça vous permet de voir un peu vos disques, comment est-ce qu'ils sont structurés. Si je faisais ici sudo parted, ici vous entrez dans le mode parted et ici on vous dit que si vous avez besoin de l'aide, vous tapez help. Alors je vais taper help. Voilà, on me donne un certain nombre d'éléments pour quitter
c'est facile, vous tapez la commande quit. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? Par exemple, ici, je peux utiliser, voilà, vous avez ici print. Vous dites print affiche la table des partitions des périphériques. Donc si vous utilisez ici par exemple la commande print, vous voyez, ça vous affiche vos différentes partitions et les types de partitions, etc. Partition primaire, extended, logical, etc. Et là, vous pouvez utiliser juste pour visualiser vos différentes partitions. Alors, c'est pas très différent. C'est un peu différent des F10 parce que ça n'affiche pas de la même façon et les commandes ne sont pas exactement les mêmes. Alors, on va quitter par quit. Vous avez une dernière commande, c'est la commande gparted. Normalement, gparted, vous devez l'installer. Alors moi, je l'avais installé beaucoup plus tôt. Sudo apt install gparted. Et vous voyez, oh là là, c'est mal écrit, gparted. Regardez, on va vous dire que vous avez déjà la dernière version, donc c'est déjà installé. C'est quoi gparted? C'est un utilitaire très puissant de gestion des partitions en mode graphique. Je pense que vous pouvez même venir ici, vous tapez gparted, vous voyez, c'est un utilitaire en mode graphique. Vous devez l'utiliser en mode sudo, je vais être le super utilisateur. Là, je l'ai ouvert à partir de mon système, mais vous pouvez aussi l'ouvrir à partir d'ici. Vous faites sudo gparted et ça va vous ouvrir l'interface de gparted. Et ici, vous pouvez gérer vos partitions comme vous voulez. Vous voyez ici, je n'ai qu'une seule partition, il n'y a qu'un seul disque qui est sélectionnable. Mais on vous donne le type de partition. Et là, quand vous sélectionnez une partition, vous pouvez la redimensionner, vous pouvez la supprimer, vous pouvez créer des partitions, vous pouvez même tenter la récupération des données. Alors c'est un utilitaire puissant, ça peut vous servir pour beaucoup de choses. Voilà un peu pour ce qui est de la gestion des disques. Et rapidement, nous allons passer à la gestion des processus. Nous avons ici la commande ps qui est utilisée. Elle permet de voir les processus en cours d'exécution dans votre ordinateur. Mais avant cela, il y avait la commande fsck. Il y a une option, un paramètre très important que vous pouvez utiliser. C'est le paramètre ici TEV. Et puis vous mettez en paramètre le disque que vous voulez réparer. Par exemple, sfetdev /sdb sdba1. Ici vous voyez tentative d'ouverture peut être inexistant. Oh, c'est mal écrit, sdba, puis c'est comme ça. Vous pouvez voir si ça existe. ls, non, ça n'existe pas. SDA, c'était SDA. Ok, je vais faire comme ça. Voilà, c'est celui-là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sudo fsck les paramètres tev, et puis je vais appliquer ça ici. Et vous voyez là, c'est en process. Ici on me demande dirty bit is set, remove dirty bit, no action. Je peux remove le dirty bit, perform change, yes. Et on vous dit quoi? On vous a donné ici les détails. C'est dit qu'il n'y a pas de problème, c'est pourquoi il n'y a aucun problème, il n'y a aucune réparation qui a été faite. Voilà, ça c'était pour vous montrer. Alors,
La commande PS, quand vous la tapez comme ça, il vous donne un certain nombre d'éléments sur les processus en cours d'utilisation dans votre ordinateur. Si vous avez par exemple les bash, il est en cours d'utilisation et on vous montre même les PID, c'est les Process ID. Donc vous avez plusieurs options que vous pouvez utiliser. Vous voyez là par exemple, on me donne un peu plus de détails. Et on me dit quel est l'utilisateur qui est en train d'utiliser tous ces process. C'est l'utilisateur SIFA. Et vous avez ici les PID. Alors, vous avez très souvent cette commande s'utilise avec, vous pouvez utiliser la commande ici APX. Là, vous avez aussi, c'est aussi un paramètre. Il vous donne aussi beaucoup d'éléments. C'est presque comme la précédente, mais ici il donne beaucoup plus de détails. Il vous donne même les process qui sont exécutés par les routes. Et cette commande, vous pouvez faire des redirections très facilement. Par exemple, je vais regarder ici, vous avez ça, à partir de là, c'est Apache. Ça, c'est Apache. Vous avez 3W. Je peux faire une redirection comme ça. Je prends cette commande et puis je fais une redirection pour chercher Apache. Puis par exemple là, on vous montre que ce process est démarré et c'est un process d'Apache. De la même façon, vous pouvez rechercher un process de ISC-DHCP server comme ça, on verra ça plus tard. Vous voyez, c'est un process qui existe et qui est démarré par les services DHCP. Et même si vous recherchez les bind9, vous voyez, vous avez quelque chose ici sur les bind9. Et ici, on vous donne le process ID. Tout simplement parce que vous pouvez tuer un processus avec la commande kill, que je n'ai pas ajouté ici, qui permet de tuer un processus. Alors, on peut par exemple essayer, je vais installer sudoku, sudo apt install sudoku, et puis je vais ouvrir un autre shell. Dans ce shell ici, je vais démarrer sudoku clear. Alors si j'utilisais la commande ici et puis je vais rechercher sudoku, vous allez voir que sudoku, vous avez ici un process ID là. Et puis moi ici je vais maintenant démarrer sudoku, il est là. Et je vais faire la même commande. Regardez, il y a maintenant deux lignes. Pourquoi? Parce que c'était d'abord installé. Et vous voyez même le PID a changé. C'était déjà installé. Il y avait déjà un process en arrière-plan qui était existant. Mais là maintenant je viens de le lancer. Maintenant vous allez vous demander entre les deux, c'est lequel de processus que vous devez arrêter. Par exemple, ici, vous voyez, là, c'était les petits S0. Si je venais, je ferme sudoku ici, je fais quitter, et je reviens, je regarde, vous voyez, celui qui a disparu, ce n'est pas les 0, mais c'était celui-ci. Donc, si vous venez, vous relancez encore le process sudoku. Quand vous revenez ici, vous regardez sudoku, vous voyez, c'est celui-ci. Et le PID, le voilà. Alors, si vous voulez tuer ces processus ici, vous faites kill. Et puis, vous mettez le process ID. C'est 16470. Normalement, vous devez être les sudo comme ça. Et puis là, vous avez tué les processus. Regardez, sudoku, c'est fermé. Et si vous revenez ici, vous regardez, si sudoku est là, il n'est plus en cours d'exécution. Alors ça, c'est une façon que vous pouvez utiliser pour fermer des processus qui ont bloqué votre ordinateur. Et vous savez, comme vous avez plusieurs shells, vous pouvez aller dans un autre shell, vous tuer ces processus. Si par exemple, je faisais gedit,
je vais faire ça. Je recherche par exemple ici. Je vais faire pi. Je vais effacer d'abord l'écran. Je fais ps dash aux. Puis je vais faire rep gedit. Vous voyez, ça c'est le process normal. Mais je vais maintenant lancer gedit. Je fais gedit test.txt. Ça va vous créer ces fichiers là. Et puis moi, je vais venir ici dans ces shells. Je vais regarder gedit. Voilà. Gedit est démarré sur ce terminal ici. Mais moi, je vais fermer. Regardez même, on vous dit que c'est test.txt. Mais par exemple, à supposer que gedit avait planté, je vais venir fermer. Je vais faire sudo kill. J'ai dit kill. Je mets le PID. C'est 16 488. Et automatiquement, vous allez voir que ce process ne va plus exister. Et si vous faites, vous visualisez encore le process, vous allez voir que ça n'existe plus. Et vous regardez ici, gedit a été fermé. Ok, c'est bon. Alors ici, vous avez la commande ici top. Donc ça, on l'a vu. Comment on peut l'utiliser? Donc c'est une nouvelle commande que j'ai ajoutée. Ça veut dire ici, ça devient cette commande. Et ici, je vais ajouter, ça devient 124 commandes. Vous avez la commande ici top. C'est une commande qui permet de voir les... ça permet tout simplement de voir les process de façon dynamique en cours d'utilisation. Et vous allez voir que ça est en train de changer. Pourquoi? Parce que les processus en cours d'exécution ne restent pas statiques. Il y a des process qui sont en train de changer de priorité, etc. suivant que le système est en train de fonctionner. Alors, remarquez ici que cette commande s'exécute en mode debug. Donc, vous allez voir ici, ça ne se ferme pas. Mais je peux dérouler les différents process de mon système. Et là, facilement, je peux voir tous les process ID. Et c'est dynamique. Mais pour que je retrouve la main du shell, je vais taper la combinaison de touches CTRL-C. Et voilà, vous voyez que le shell est retourné à ce niveau-ci. Alors, vous avez ici la commande. En fait, ça, ce ne sont pas des commandes, mais ce sont des fichiers. Si vous avez besoin d'avoir des informations sur votre processeur, vous utilisez les fichiers ici CPU info. C'est un fichier qui est créé virtuellement. Donc, si vous faites comme ça, laisse, vous pouvez même faire cat /proc/ c'est CPU info. Ici, vous avez les détails de votre processeur physique. Alors, vous pouvez regarder toutes les informations là. C'est la même chose avec le fichier même info. Et là, c'est pour votre mémoire RAM. On vous donne la capacité utilisable, la capacité restante et beaucoup d'autres détails. Et ça, je vous avais dit que le répertoire ici, proc, est un répertoire totalement virtuel. Ça n'existe que dans la mémoire RAM. Cela veut dire que quand vous explorez quelque chose ici, c'est purement virtuel parce que ça n'existe pas physiquement. Donc on va effacer l'écran. Vous avez ici la commande free. C'est une commande qui vous permet de voir la RAM, l'utilisation de votre mémoire RAM. Vous avez par exemple l'option ici, le paramètre ici, Human Readable. On vous montre par exemple que le total de ma RAM c'est des, disons 4 Go. Vous avez en cours d'utilisation c'est 1.4, ce qui est libre c'est 599 mégas. Vous avez 28 mégas et partagé. Le cache utilise 1,8 giga et ce qui est disponible c'est 2.1 giga. Voilà un peu les informations que vous pouvez avoir utiles. Et si vous voulez des options supplémentaires, vous utilisez la commande man free
Et ici, vous avez d'autres options, d'autres paramètres supplémentaires que vous pouvez utiliser. Alors, la dernière commande de cette série, vous avez la commande ici pgrep. C'est presque pareil à la commande grep ici, mais le P là, disons, c'est pour process. Et ici, elle peut s'utiliser avec beaucoup d'options. Vous avez par exemple, je peux faire pgrep. Je vais rechercher par exemple bind 9. Et là, oh, vous voyez, vous n'avez rien. Ce n'est pas en cours d'exécution maintenant. Je fais pgrep. Je mets par exemple Apache. Vous voyez, Apache utilise déjà ces différents PID ici. Alors, il y a une option, un paramètre que vous pouvez souvent ajouter, c'est le mot L ici. Et on vous précise que c'est le service Apache. Alors, je peux essayer avec named. Vous voyez, vous avez le service named, le named.conf du DNS. Et là, ça vous permet de voir un certain nombre d'éléments de votre système, de processus au fait. Et ici, vous pouvez faire man pgrep. Ici, on vous dit que pgrep lookup or signal process based on name on other attributes. Donc, basé sur le nom, ça vous donne, sur le nom du process, ça vous donne un certain nombre d'informations. Et ici, on vous dit par exemple, vous pouvez tester ça. Je vais voir qu'est-ce que ça peut donner. Et je vais coller ici. Je valide. Voilà, on vous retourne le process SSHD, son PID. Et je pense que si on faisait PS comme ça, ici, Ox, et puis on va faire grep, chercher SSHD. Vous voyez, le process ID, il est là. C'est celui-ci, correspond à SSHD. On va effacer l'écran ici. Et enfin, vous avez la partie pour les réseaux. Au fait, cette commande, on l'a déjà vue, ifconfig. Vous avez aussi la commande ici, IP ADDR. Donc, ici, si vous utilisez IP if config, on vous donne ici les paramètres de votre carte réseau. On a particulièrement une seule carte réseau. Je vais effacer. Alors, vous pouvez utiliser IP ADDR. Vous avez pareillement aussi, on vous donne le paramètre de votre carte. Vous avez ici tous les détails ici. Je vais effacer. Vous avez ici if down et if up. Ce sont des commandes qui ne sont pas vraiment valides dans la version 20 ici. Si vous faites if down, sudo if down -a par exemple, vous allez voir, on dit que la commande est introuvable. De même, si vous faites sudo if up-a, on vous dit que la commande est introuvable. Ce sont des commandes qui sont particulièrement utilisées avec la version 16. La version 16, la version 14 et je pense la version 18. Ici, par contre, vous utilisez la commande ici netplan apply. Et vous avez ici par exemple, on peut tester d'abord la commande netplan ici. Quand vous tapez la commande et que les paramètres réseau sont déjà appliqués, ça ne fait rien. On va effacer sudo netplan apply. Vous n'aurez rien. Ça ne fait que réactualiser vos paramètres réseau. Et vous voyez, on est toujours connecté. Alors, quand est-ce que vous utilisez le paramètre ici debug, debug apply? C'est lorsque vous avez un problème avec la commande ici et que ça n'a pas marché. À ce moment-là, vous ajoutez le format long ici avec l'option, avec le paramètre debug apply.
Vous avez la commande route et netstats, ça vous permet d'avoir un certain nombre d'informations sur votre réseau. Alors ici par exemple, si j'ai tapé la commande ici route, ça va vous donner les paramètres de votre réseau. Entre autres, on va vous donner votre default gateway. Alors on tape de nouveau routes. Bon, vous avez pratiquement les mêmes détails. On vous dit que les defaults, ça passe par votre gateway. Et vous avez d'autres détails ici, le masque des sous-réseaux, les liens link local, ça passe par cette carte réseau. C'est pareil avec la commande netstats avec le paramètre .r. Il vous donne pratiquement la même chose. Alors pour voir des choses différemment, vous pouvez tout simplement utiliser le manuel et essayer de voir quels sont les paramètres supplémentaires. Une commande intéressante ici, c'est la commande ici trace route. Ça vous permet de voir un peu comment est-ce que votre réseau se comporte. Regardez, on vous dit que vous devez installer ça. Alors, je vais faire sudo apt install trace route. Et là, vous installez les paquets pour pouvoir utiliser la commande. Là, ça configure. Patiente un peu. Là, ça a presque terminé. OK. Alors, quand vous tapez la commande ici, trace route, vous pouvez par exemple vouloir tracer qu'est-ce qui se passe lorsque vous accédez par exemple à google.cd. Et je vais tracer et vous avez que vous passez par la passerelle par défaut, vous atterrissez par ces réseaux ici et ça continue, etc., etc. Et vous avez ici, on a tracé les schémas complets. Et ici, regardez, vous avez 10 sauts. 10 sauts. Et normalement, la limite, c'est 30 sauts. Et quand vous avez des astérisques comme ça veut dire qu'il y a eu une interruption ici. Et ça veut dire qu'il y a un petit timeout. Voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire un trace route. Ça, c'est très important pour les admins réseau. Alors, remarquez que là, nous sommes déjà entrés dans la partie des commandes avancées, comme je l'avais dit. Au fait, la partie ici aussi de gestion des processus, c'est aussi des commandes un peu plus avancées. Alors, c'est un peu ça. Et ici, vous avez... ça, c'était la commande trace route. Vous avez... Ça, ce n'est pas une commande, mais c'est, disons, un fichier. Et à quoi sert ces fichiers-là? Si vous faites ici vim etc/services, vous allez voir ici, on vous explore, on vous montre tous les numéros de port utilisables dans les systèmes Linux et on vous met chaque fois le nom du service avec son numéro de port. C'est très utile lorsque vous voulez gérer des numéros de port avec le pare-feu qu'on va voir tout à l'heure là. Parce qu'on va tester, on fera juste un test simple. On va tester le service SSH. Vous voyez ici, le service SSH utilise le numéro de port 22. Et c'est ce que nous allons utiliser. On va se connecter sans utiliser les pare-feux. Et puis quand on va activer les pare-feux, vous allez constater que ces numéros de port, si on ne l'a pas autorisé, l'accès en SSH sera bloqué. Alors ça, on va quitter ici. Je quitte sans enregistrer. Alors ça, on va utiliser le pare-feu ici en dernier. On peut explorer la commande ici tracepath, mais avant d'abord ça, vous avez la commande ici traceroute. Si vous faites sudo traceroute, vous avez un paramètre ici -i. On peut faire google.cd. Et là, vous avez, vous voyez ici, on vous dit max 30 hops, max. Ici, ça va faire un trace route et ça vous donne un peu plus de détails, en quelque sorte.
Ici, ça n'a pas vraiment fait quelque chose de spécial, mais ça devait ajouter des options supplémentaires. Alors ça, vous pouvez voir ça par exemple sur les versions anciennes, parce que chaque fois, on fait des petites modifications. Donc, je vais arrêter et on va utiliser la commande ici, trace-path. Et je vais mettre par exemple mail.google.com par exemple. Et ici, ça vous donne un certain nombre de détails. Ça permet d'afficher des informations que Traceroute vous fournit. Mais regardez ici, ça donne moins de détails. Vous n'avez pas vraiment beaucoup de détails. C'est vraiment en très réduit, en mode vraiment réduit. Vous avez une autre commande, c'est les TCP dump. C'est une commande qui vous donne un très grand nombre d'informations et qu'un admin réseau peut utiliser pour, par exemple, débugger son réseau, pour essayer de trouver des erreurs dans son réseau et d'avoir un certain nombre d'informations sur les trafics réseau qui est en train de se produire. Alors ici, on va par exemple effacer et vous faites TCP dump. Je pense que c'est pas nécessaire d'être sudo. Et par exemple, on va dire que on aimerait voir tous les trafics UDP. Et là, je vais par exemple voir le trafic généré par le UDP. Ok, vous voyez, on me dit que je n'ai pas la permission de capturer le device. Ok, on va ajouter ici les sudo. Et à ce moment-là, il est en train d'écouter sur mon interface réseau pour essayer de traquer le trafic UDP qui arrive. Bon, ici par exemple, vous allez voir que notre serveur n'a pas vraiment de service activé et vous risquez de ne pas voir grand chose. Je vais par exemple, voilà, vous avez par exemple là, il vous a généré une quantité énorme de données. En fait, là, vous pouvez regarder. Par exemple, là, vous voyez, vous retourne des informations des DNS. Ça, c'est les reverse DNS. Vous voyez, ici, on avait mis cette adresse ici comme notre DNS. Et il a tenté de faire un PTR sur ces records ici. Alors, les histoires ici, on comprendra ça un peu plus tard lorsqu'on va parler du serveur DNS. Alors là, c'est juste un exemple pour voir un peu comment est-ce que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez manipuler cette commande à votre guise pour avoir des informations personnalisées. Je peux par exemple dire, je vais voir le trafic TCP. Et là, c'est en train d'écouter sur mon interface réseau et ça va vous générer un certain nombre de données. On vous dit que c'est une carte Ethernet et on vous dit si le capture size c'est 262 mégas. Alors, c'est en train de charger. Vous avez ici des informations qui ont été chargées. Vous avez ici du HTTP qui utilise les TCP. C'est passé trop vite, il y a beaucoup d'informations. Et voilà, vous avez ici du HTTPS. Et ici, vous pouvez analyser toutes ces informations ici pour essayer de tirer un certain nombre de conclusions. Alors, ça vous génère beaucoup d'informations que vous pouvez utiliser pour débugger votre réseau. Alors ici, on a exploré presque toutes les commandes. Les deux commandes ici, nslookup et dig, sont des commandes qui sont plus utilisées pour tester les serveurs DNS. Donc ici par exemple, je peux faire nslookup. Je mets par exemple Google. Ou bien on peut faire comme ça, ubuntu.com. Alors là, il vous retourne, il vous a fait la résolution du serveur ubuntu.com. Alors notre serveur DNS ici n'est pas encore configuré. Et là, vous avez fait une résolution directement sur Internet. Pourquoi?
parce que ça passait la requête DNS directement à notre DNS qui était quoi? On avait le premier DNS 8.8.8.8 et le deuxième c'était 8.8.4.4. En fait, c'est un peu ce qu'il a fait. Et par exemple, on peut faire le NS lookup de cette adresse, la résolution inverse. Faites NS lookup et vous mettez l'adresse IP ici. Et regardez, on vous dit authoritative answer can be found from. Et vous avez ici une résolution qui a été faite. Alors ça, on va vraiment explorer ça lorsqu'on va vraiment configurer notre propre serveur DNS. Et vous avez la commande ici dig qui permet de tester aussi la résolution directe inverse. Je vais par exemple faire virtualbox.org et ici ça va essayer de vous générer des informations. En fait ici ça ne va pas marcher correctement. Pourquoi? Parce que notre serveur ici n'est pas encore un serveur DNS. Ici vous avez la query et on vous dit status no error. Vous avez une query et on a une réponse, mais notre serveur ne fait pas autorité, alors vous n'avez rien. Et ici vous avez la réponse qui a été retournée et voilà l'adresse IP publique de virtualbox.org. Vous pouvez tenter une résolution inverse. On vous donne le temps que la requête a pris, 391 millisecondes. Vous pouvez tester une résolution inverse en faisant dig -x et vous mettez l'adresse IP. Là, ça vous a fait une résolution inverse d'adresse. Alors ici, la dernière étape, nous allons maintenant tester notre pare-feu. Et ici, la première chose, nous allons d'abord voir si le pare-feu est activé. Regardez, on utilise la commande ufw. Alors lorsque je fais sudo, si je ne mets pas les sudo, ça ne va pas marcher. Vous faites status, comme ça on dit vous devez avoir les pouvoirs root. Alors je fais sudo ufw status. On vous dit que votre pare-feu n'est pas activé, il est inactif. Et je vais tester une connexion SSH. Je fais if config. Vous voyez mon adresse IP, l'adresse IP du serveur. Et ici, je vais vérifier, ça c'est ma machine physique. Je vais faire un ping 192.168.2.5. Vous voyez que ça passe sans problème. Et je peux voir mon adresse. Ici, je vais voir mon adresse IP. Alors, je vais voir mon adresse IP, if ipconfig, ipconfig. Alors, ici, j'ai changé de carte réseau. Voilà, c'est 2.20. Alors, je vais essayer de faire le ping ici. Ping 192. Je vais faire... je fais ping 190. Je vais faire 4 ping -c 492.168.2.20. Vous voyez, il y a connectivité entre les deux machines. Alors ici, j'ai les WSL que j'ai déjà installé sur ma machine physique. Ça, c'est Ubuntu 20. Vous voyez ici, c'est Ubuntu 22. Hein, c'est ça ici, LTS, en WSL. Soit Windows for Subsystem Linux. Alors, je vais faire ici une session SSH. Je peux faire d'abord le ping. C4 ping 192.168.2.5. Voilà, j'ai la connectivité avec le serveur. Alors, je vais faire une connexion SSH. Je fais SSH. L'utilisateur c'est sifa arrobase. Qu'est-ce qui se passe?
arrobase l'adresse IP 192.168.2.5. Alors là, j'avais déjà fait une connexion SSH avant. Alors on me demande juste le mot de passe. Je mets ici SIFA. Et là, je suis déjà connecté. Je peux faire W. Et vous voyez, je suis connecté avec cette adresse IP. La connexion SSH fonctionne très bien. Je vais fermer ça. Alors, je vais venir maintenant activer le pare-feu de Linux. Pour activer le pare-feu, vous tapez la commande sudo ufw enable. Et une fois qu'il est activé, si vous faites sudo ufw status, on va vous montrer qu'il est actif. Et par défaut, le pare-feu de Linux Ubuntu ici, il est auto-bloquant. Il bloque tout ce qui n'a pas été activé. Donc, si j'ai recommencé la session SSH ici, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Vous voyez, c'est en train de chercher, mais ça ne va pas se connecter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le port du SSH ici. Souvenez-vous que si vous faites ici less etc services et puis vous faites ici grep SSH, vous allez voir que le numéro de port du SSH c'est le 22. Alors lorsque vous ajoutez un numéro de port, il vous est conseillé d'ajouter, même si c'est un port TCP, il vous est conseillé d'ajouter et le TCP et le UDP. Ça c'est une norme de l'IETF. Alors ici je vais faire ceci, sudo ufw hello, je vais hello le port 22 en TCP, voilà, et je vais aussi hello le port 22 en UDP. Ok, c'est ajouté. Et si je faisais sudo ufw status, vous avez que le port, seul le port du SSH est autorisé. Et ici, regardez, ça n'avait pas marché, mais je vais refaire la même chose. Et vous allez voir qu'ici on me demande de mettre le mot de passe, SIFA, et je suis connecté. Je fais W, voilà, je suis connecté ici. Je vais quitter. Alors, je vais tenter de désactiver, d'interdire le TCP ici, et le UDP sur le port 22, donc interdire les SSH. Comment j'ai fait? Sudo ufw deny. Je peux deny ou reject. Moi, je vais deny le 22 en TCP. Je vais deny le 22 en UDP. Et si vous regardez sudo ufw status, vous allez voir que vous avez interdit le SSH. Et si je revenais faire la même chose, vous revenez pour vous reconnecter, vous allez voir que vous allez attendre, mais la connexion ne va pas réussir tout simplement parce que vous avez interdit le SSH. Et pour résoudre ça, parce que c'est ce que vous pouvez faire, vous pouvez interdire ou autoriser un numéro de port spécifique sur les réseaux. Mais à ce moment-là, vous devez connaître ce numéro de port. Vous voyez, ça ne marche pas. Je vais revenir ici. Je vais venir réactiver ça. Je vais dire ufw hello. Je vais hello le port 22 en TCP et le port 22 en UDP. Et à ce moment-là, si vous faites sudo ufw status, vous allez voir que le port que vous avez autorisé le SSH. Et si je venais me reconnecter, ça marche sans problème. Je mets ici SIFA et là, je suis pleinement connecté. Alors ça, c'était la dernière commande que nous devrions tester avec notre pare-feu ici. Et là, nous avons complètement fini la série de vidéos sur l'utilisation des commandes Linux. Et là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine avec les autres configurations plus avancées où nous allons commencer à configurer nos serveurs. Merci beaucoup.